L'homme qui a jadis raconté avec amour chaque jour passé avec Barbra Streisand est aujourd'hui confronté à une entrée trop douloureuse pour être écrite. James Brolin, l'homme qui a eu besoin de 3 demandes en mariage avant qu'elle ne dise finalement oui, a déclaré au producteur qu'il ne pouvait s'engager à rien. Pour la première fois depuis des décennies, leurs célèbres comptes bancaires séparés ont fusionné. Non par choix, mais sous le poids écrasant de factures médicales de plus en plus lourdes. L'année dernière, ils ont célébré leur 25e anniversaire de mariage avec des sourires radieux. Aujourd'hui, ils sont unis face à l'épreuve la plus éprouvante de leur vie. Derrière les portes closes, les murmures d'Hollywood s'amplifient. Brolin a refusé un rôle de 2 millions de dollars simplement pour rester chez lui. Son prochain chapitre pourrait se dérouler loin des projecteurs, et il pourrait être le plus déchirant de tous. Avant de commencer, si vous avez admiré James Brolin et Barbra Streisand, appuyez sur le bouton « J'aime » pour rendre hommage à leur parcours. Bien avant que l'amour ne le trouve, la vie avait déjà laissé sa marque. C'est sous un soleil de juillet impitoyable, plus un avertissement qu'une chaleur, que James Brolin est entré dans le monde, non pas comme la star que nous connaissons aujourd'hui, mais comme Craig Kenneth Bruderlin, né le 18 juillet 1940 dans un Los Angeles étouffant de chaleur. C'est comme si la ville elle-même avait salué son arrivée. Son père Henry Bruderlin, un entrepreneur en bâtiment sévère et autodidacte, a eu du mal à se rendre à l'hôpital, n'arrivant que 12 minutes avant le premier souffle de Craig. Mais si Henry était en retard à l'accouchement, il n'était jamais en retard dans ses attentes. Il dirigeait leur maison comme un général commandant des troupes. En 1944, alors que Craig n'avait que 4 ans, il avait un tableau de corvées et des inspections hebdomadaires jugées avec une précision militaire. Il n'y avait pas de berceuse pour adoucir les nuits, pas d'histoires à dormir debout pour inciter au sommeil. Seulement le silence, les devoirs et la froide clarté des règles. Sa mère Helen, une femme qui avait autrefois erré dans les coulisses des films muets d'Hollywood, avait depuis longtemps enterré ses rêves si profondément que lorsque son fils montrait ne serait-ce qu'une lueur de désir artistique, elle se détournait de lui. Elle avait laissé son passé derrière elle, et avec lui, tout espoir qu'il puisse trouver du réconfort dans le sien. Au cours de l'été étouffant de 1947, alors que Craig n'avait que 7 ans, tout s'est resserré ses poumons, son monde, sa chance d'être un enfant. Un asthme sévère enserre son corps comme un étau, et il passe 45 longs jours confiné dans un lit d'hôpital à regarder d'autres garçons courir après la lumière du jour, tandis qu'il lutte pour aspirer de l'air. Les seuls sons dans cette chambre stérile étaient le bourdonnement mécanique de la survie et sa propre respiration irrégulière. J'avais l'impression que mon corps me rejetait, admettra-t-il plus tard. Mais la plus grande blessure n'était pas la maladie, c'était la solitude douloureuse. Pas de visiteur, pas de bras pour le serrer dans ses bras, pas de voix pour lui dire que tout irait bien. Juste un garçon effrayé fixant le plafond ses poumons, le trahissant à chaque inspiration superficielle. Cet été ne l'a pas affaibli, il l'a marqué d'une fin silencieuse et douloureuse. Quelque part sous ce cadre pâle et essoufflé, une étincelle refusait de s'éteindre. En 1949, à l'âge de 9 ans, il démonte la montre-bracelet de son père et la remonte sans aucun défaut. Les enseignants commencent à le qualifier de surdoué, mais ce ne sont pas des machines qui le sauvent, mais le scintillement d'un écran. En 1955, tout a basculé. Il a vu James Dean dans East of Eden, et le tremblement qu'il a provoqué en lui a été permanent. Pendant 6 mois d'affilée, il a pédalé 17 miles tous les samedis jusqu'à Griffith Park, imitant chaque mouvement de Dean. Il murmurait les lignes de Dean aux arbres, aux ombres, au vent, sans jamais se moquer, toujours en adoration. Il n'admirait pas James Dean, il le devenait. Derrière un simple poster dans sa chambre, il a caché 73 coupures de journaux et a dépensé chaque dollar durement gagné lors de sa tournée de journaux, soit plus de 200, pour acheter une caméra 8 mm abîmée. Avec elle, il a réalisé 24 films muets mettant en scène des enfants du quartier, chaque image étant un cri dans l'obscurité. « Voyez-moi, entendez-moi,
Donnez-moi de l'importance. Mais à la mort de James Dean, la même année, la lumière s'est éteinte. Craig n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il a simplement cessé de parler pendant 11 jours. Son chagrin était si profond, si dévorant, qu'il effrayait les adultes qui l'entouraient. Un professeur, sentant quelque chose de sacré dans ce silence, a trouvé un de ses films, et sans le lui dire, l'a envoyé à Luciella. Il obtient une mention honorable de Nicholas Ray, celui-là même qui avait réalisé Rebelle sans cause. À ce moment-là, un feu fragile s'est emparé de lui, mais le voyage à venir exigera plus que de la passion. Chaque audition lui donne des vagues de nausées. Chaque pas vers la lumière était assombri par la peur. Avant que quiconque n'entende sa voix, il s'est presque évanoui dans le silence même qu'il avait autrefois l'habitude de pleurer. L'âge adulte ne l'a pas préservé de la souffrance. Elle a simplement changé sa forme, l'enveloppant dans le silence, le rejet et le genre de solitude qui ne crie pas, mais murmure le doute à chaque tournant. À la mi-vingtaine, James Brolin est entré à Hollywood, non pas avec des tapis rouges, mais avec un espoir dur à cuire et une conviction tremblante. Il avait la taille et la mâchoire, la présence, mais aucun des privilèges. Chaque appel au casting était une nouvelle porte fermée derrière laquelle se cachaient des sourires polis. Des hommes qui lui ressemblaient, mais qui étaient armés d'agents de relations ou de droits de naissance chanceux. Il a souvent attendu des heures avant d'être congédié par un froid « Vous n'êtes pas ce que nous cherchons ». Il retournait alors au seul endroit qui ne l'avait pas rejeté, la banquette arrière de sa coccinelle Volkswagen, rouillée garée derrière un 7-Eleven, où il a vécu dans l'ombre et le silence pendant des mois. Il y a eu des nuits où j'ai mangé des haricots en conserve froid directement de la boîte, a-t-il admis plus tard d'une voix rare et cassante lors d'une interview à minuit, et des nuits où je n'ai pas mangé du tout, mais je ne me suis jamais donné la permission d'arrêter. Ce genre de faim à la fois physique et spirituelle ne s'estompe pas, elle brûle. En 1965, il apparaît enfin en arrière-plan d'un épisode de Batman, avant d'être coupé avant la diffusion. Ce n'était pas un échec, c'était une routine. Le rejet est devenu un langage qu'il comprend intimement, et il porte chaque déception comme un bleu caché. Dans le calme de la nuit recroquevillé sous le toit mince de sa voiture, il murmurait, non pas des rêves, mais des doutes. Quelqu'un écoute-t-il? A-t-il griffonné une fois dans un journal? Suis-je vraiment réel si personne ne me voit? Alors qu'il entrevoyait une lueur d'espoir, un rôle dans une série télévisée, à petit budget, elle lui a été arrachée. Au milieu du tournage, en 1966, le producteur décide qu'il n'aime pas la voix de Brolin et le licencie sur le champ. Humilié, désespéré et anéanti, Brolin supplie qu'on lui verse la moitié de son salaire qu'il n'a pas reçu. Lorsque la réponse fut négative, il s'éloigna, sa fierté s'effondrant dans ses poings et les larmes refusant de couler. Cette nuit-là, la voiture l'a accueilli à nouveau, non pas comme un abri, mais comme le témoin d'une autre impasse. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'avoir peur d'échouer, a-t-il révélé plus tard, car rien ne peut faire plus mal que de ne pas essayer. Pendant que la ville faisait la fête dans les lumières, il faisait la vaisselle pour s'offrir des cours de théâtre. Il étudiait Brando, avec obsession, imitait le strabisme d'Eastwood dans des miroirs tachés d'haleine et lisait les répliques à haute voix jusqu'à ce que sa voix se brise dans le silence. Derrière les paillettes d'Hollywood, il a mené une guerre privée avec la faim, la peur et la voix assourdissante de son père, qui lui répétait qu'il n'y arriverait jamais. Alors que le rêve semblait trop cruel pour être poursuivi, le destin est arrivé sous une forme déguisée. Un concierge des studios Universal l'a remarqué en train de réciter Shakespeare à côté d'une benne à ordures. Cet homme connaissait quelqu'un. Une semaine plus tard, Brolin a été invité à passer un test à l'écran. Ce n'est ni de la magie ni de la chance, c'est juste un fil d'espoir qui a fini par s'accrocher. Cela a conduit à un rôle récurrent dans une série médicale. Ce n'était pas très bien payé, mais on prêtait attention à sa douleur, à sa persévérance. Cela lui a donné de l'élan, pas des applaudissements, mais une raison d'être. Même à cette époque, ses nuits n'étaient pas dorées. Il les passait à fixer la tapisserie du plafond des pages de script à côté de sa poitrine
et l'échec à ses pieds. Malgré tout, il a continué à avancer. Des années plus tard, alors qu'il tenait à peine le coup, qu'il était à nouveau fauché et qu'il dormait derrière les studios Fox, Brolin s'est retrouvé à réparer la voiture d'un cadre d'Universal qui avait calé. Il ne se doutait pas que cet acte de gentillesse graisseuse allait tout changer. Penché sous le capot barbouillé d'huile, vêtu d'une chemise d'emprunt, il ressemblait plus à un homme priant pour sa rédemption qu'à un mécanicien. Mais ce cadre a vu quelque chose. Pas seulement des mains capables de réparer des moteurs, mais des yeux qui avaient survécu. Quelques jours plus tard, Brolin a été invité à auditionner pour le rôle du docteur Stephen Kiley dans Marcus Welby, M.D. Il ne comprenait pas le jargon médical, mais il comprenait ce que cela signifiait de se battre pour respirer, de rester quand tout disait de partir. C'était comme une langue étrangère, se souvient-il, mais chaque mot était comme une chance de prouver que j'étais à ma place. Il ne l'a pas pratiqué, il l'a vécu. Lorsque les producteurs ont vu sa cassette, ils n'ont pas vu un jeune acteur. Ils ont vu un homme qui avait déjà été brisé et qui avait choisi à chaque fois de se relever. Ce rôle n'a pas seulement lancé une carrière, il a sauvé une âme. La série est devenue un succès et Brolin, enfin sorti de l'ombre, a remporté un Emmy à 1 heure de grande écoute. À l'appel de son nom, il a tenu la statue avec des mains qui avaient tremblé de faim, non pas pour le trophée, mais pour le voyage qu'il représentait. J'étais à 2 doigts d'abandonner, a-t-il avoué plus tard, les doigts à peine écartés. Si je n'avais pas réparé cette voiture, vous seriez peut-être en train d'interviewer un mécanicien au lieu d'un acteur. Mais ce n'était pas de la chance, c'était de la détermination. C'est chaque nuit qu'il a murmuré des lignes dans le vide. C'est chaque fois qu'il s'est transformé en non pas encore. Son ascension n'a pas été fulgurante. Elle a été gagnée centimètre par centimètre, chagrin d'amour par chagrin d'amour, et elle a prouvé une chose d'une beauté brutale. Parfois la route du destin commence derrière une benne à ordures et sous un capot, et le moteur qui vous sauve la vie n'est pas toujours le vôtre. La célébrité l'a finalement trouvé, mais elle n'a pas fait taire les ombres, elle les a aiguisées en des contours qu'il ne pouvait plus ignorer. Alors que Marcus Welby, docteur en médecine, entrait dans la légende de la télévision, le visage de James Brolin apparaissait sur les présentoirs des magazines du pays, son nom était prononcé dans les salons comme celui d'un vieil ami. Il était l'incarnation du succès grand, charismatique, honoré. Les rôles se succèdent rapidement, l'argent aussi, et la reconnaissance est constante. Pour le monde extérieur, il avait tout. Mais derrière les flashs des caméras et les sourires scénarisés, la vie s'effilochait lentement d'une manière qu'aucun public ne verrait jamais. Son premier mariage déjà fragile a plié davantage sous le poids des tournages marathoniens et des dîners sans parole où l'amour s'est tu. Il est rentré chez lui non pas pour se reposer, mais pour retrouver une femme qui a à peine croisé son regard et un jeune fils qui se demandait trop souvent pourquoi son père était toujours ailleurs. J'étais en train de construire une carrière, mais je regardais ma famille s'effondrer, a-t-il révélé plus tard. Et le pire, c'est que je ne savais pas comment l'arrêter. Entouré par l'attention, il ne s'est jamais senti aussi seul. Les lumières du studio qui éclairaient autrefois ses rêves lui semblaient maintenant dures, révélant ce qu'il souhaitait garder caché. Il s'est jeté à corps perdu dans le travail, poursuivant projet après projet comme une bouée de sauvetage, mais chaque applaudissement lui renvoyait un écho creux et froid. Ses amis se souviennent d'appels téléphoniques nocturnes au cours desquels il avouait que la pression pour rester pertinent était comme respirer à travers une paille. Il craignait de disparaître aussi vite qu'il s'était élevé. Le succès est censé vous guérir, a-t-il confié des années plus tard, mais parfois, il ne fait que mettre vos blessures sous les feux de la rampe. Alors que son étagère se remplit de récompenses, sa poitrine s'alourdit. Il avait des ventilateurs, mais pas de chaleur. Des rouleaux, mais pas de repos. Il est souvent resté éveillé, non pas pour se prévaloir d'un triomphe, mais pour se demander s'il était monté vers la grandeur, ou s'il avait simplement fui le vide. Son effondrement a été privé invisible, et peut-être plus tragique encore, parce que personne ne l'a vu venir. Pourtant, dans le tourbillon des acclamations et du désarroi émotionnel, Brolin s'est réfugié dans des rôles qui lui permettaient
de s'infiltrer dans les personnages. Dans Skyjacked, il a incarné un vétéran brisé qui s'effiloche sous des blessures invisibles, reflet de son propre esprit effiloché. Dans Westworld, il a joué un amateur de sensations fortes, traqué par des machines impitoyables, une métaphore obsédante de la façon dont la célébrité peut se retourner contre son créateur. Ces rôles n'étaient pas seulement du travail, ils étaient des miroirs des catharsis, des appels silencieux à la reconnaissance au-delà de la célébrité. Mais c'est l'horreur d'Amityville qui a suscité quelque chose de plus étrange. Alors qu'il lisait le scénario, Brolin a affirmé qu'un livre s'était envolé d'une étagère voisine sans avoir été provoqué. Il n'était pas superstitieux, mais le moment choisi l'a troublé. Je l'ai pris comme un signe, a-t-il admis avec un rire sec. Le malaise ne l'a pas quitté, et cette tension brute s'est retrouvée à l'écran devenant l'une de ses interprétations les plus saisissantes et valant au film la gloire au box-office. Plus tard, dans Pee-wee's Big Adventure, il a pris un tournant comique surprenant, brève, pleine d'autodérision et d'un charme inattendu. Mais c'est la série Hotel qui lui a offert un rare îlot de stabilité. Non seulement il a joué, mais il s'est aussi installé dans le fauteuil du réalisateur, guidant les épisodes avec un calme gagné sur la douleur. Pour une fois, les applaudissements n'ont pas fait écho, ils ont apaisé. Financièrement à l'abri et artistiquement engagé, c'est l'une des rares saisons de sa vie où la lumière n'aveugle pas, mais réchauffe. La route ne sera jamais facile, mais Brolin a commencé à réécrire le scénario non seulement de sa carrière, mais aussi de sa survie. Un rôle à la fois, il a transformé la douleur en but, prouvant que la vraie célébrité ne consiste pas à être vue, mais à être vraie, même quand personne ne regarde. Si James Brolin a enduré les coups de la vie, dans un défi tranquille, traçant son chemin avec une résilience constante, Barbara Streisand a traversé le sien comme une force de la nature, façonnée par le chagrin, forgée dans l'absence et destinée non seulement à survivre, mais à conquérir un monde qui n'a jamais ouvert ses portes à des filles comme elle. Elle n'avait que 15 mois lorsque son monde s'est effondré. Son père, Emmanuel Streisand, lui a été enlevé dans une tragédie soudaine et insensée. Pendant des années, l'histoire a été adoucie pour devenir une fiction. Il est mort d'épuisement, murmurait sa mère, la protégeant d'une vérité trop cruelle pour un cœur d'enfant. Ce n'est que plus tard que Barbara découvrira la brutalité de cette perte. Une injection malencontreuse lors d'une crise d'épilepsie l'avait emporté à jamais. Ses premiers souvenirs ne sont pas remplis de contes de fées ou de chansons pour s'endormir, mais d'un vide si complet qu'il engloutit l'air autour d'elle. Il n'y avait pas de souvenir, juste une absence, dira-t-elle plus tard, sa voix lourde, du poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Élevée sans père avec une mère engourdie par le chagrin et abrutie par les médicaments, l'enfance de Barbara a été taillée dans la pierre froide. Lorsqu'elle a 7 ans, sa mère se remarie en secret. Son nouveau beau-père ne lui apporte aucune chaleur, seulement des murs. Bien qu'elle soit allée chercher ses pantoufles et qu'elle ait forcé le mot « papa » entre ses dents, il ne lui a rien offert d'en retour, juste un regard noir, une distance. Leur appartement de Brooklyn était un espace sans confort, sans coin pour les rêves, sans salon, sans intimité, sans même une chambre jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans, nuit après nuit. Elle se blottit contre sa mère, et son frère murmurant ses espoirs dans l'obscurité, tandis que New York hurle au-delà de leurs murs fragiles. Le besoin d'espace est devenu si désespéré qu'elle admettra plus tard qu'elle avait plus envie de placard que de robe. Même sa mère Diana gardait son affection pour elle. Elle n'a jamais dit qu'elle était fière de moi. Elle n'a jamais dit que je t'aimais, avouera Barbara des années plus tard. Ce silence m'a meurtri plus profondément que la pauvreté n'aurait pu le faire. À 16 ans, Barbara est partie à la poursuite d'un rêve auquel personne ne croyait. Ni sa famille, ni ses professeurs, ni même les amis qui se moquaient de sa maladresse. Sa mère lui a apporté de la soupe et des fruits, mais pas de foi, pas de mots d'espoir, juste du silence habillé de gestes. Je n'ai eu d'autre choix que de croire en moi, personne d'autre ne l'a fait. Cette faim brute, insatisfaite constante, s'est gravée dans chaque couche de son être.
Elle l'a poussé à l'indépendance, a nourri sa quête incessante de la perfection et a cousu son amour-propre dans les applaudissements du public, espérant toujours que même dans le silence, quelqu'un l'ait enfin vue. Elle a trouvé un bref refuge dans la musique. Bien avant d'honorer les lumières de Broadway, Barbara chantait sur le papier peint d'une chambre qui lui appartenait à peine, transformant sa solitude en berceuse que personne d'autre ne pouvait entendre. À l'école, elle a rejoint la chorale non pas pour attirer l'attention, mais pour se sentir à sa place. Les professeurs ont remarqué quelque chose d'étrange, une fille qui chantait non pas comme si elle voulait se produire, mais comme si elle avait besoin de survivre. Un professeur de musique lui a dit qu'elle avait une voix qui contenait à la fois de la douleur et de la puissance, une contradiction enveloppée de velours. C'est ce vide même qui lui donnait la possibilité de s'élever. Son chagrin est devenu son livre de chansons, son besoin, son carburant. Ce qui lui manquait de confort, elle le remplaçait par une vision. Chaque texte qu'elle chantait portait l'écho de ce qu'elle n'avait jamais reçu. Chaque ovation était une rébellion, une façon de se réapproprier chaque moment où elle s'était sentie invisible. Elle n'a pas réussi malgré ses blessures, elle a réussi grâce à elle. Et lorsqu'on lui a demandé des années plus tard ce qui la distinguait des autres, Barbara n'a pas cité le talent, la célébrité ou l'ambition. Elle m'a dit simplement que j'étais peut-être trop blessée pour m'arrêter. Ce n'était pas le début d'une carrière, c'était le réveil d'une tempête. Barbara Streisand ne s'est pas levée en attendant les applaudissements. Elle s'est élevée grâce à la douleur, à l'écho, à la douleur creuse d'être invisible, une note angoissante à la fois. À 16 ans, elle a quitté cet appartement exigu et sans amour de Brooklyn, avec pour seul bagage une valise et une voix chargée d'histoires tremblant non seulement de nervosité, mais aussi du fardeau d'une fille qui n'a jamais été entendue. La ville ne l'a pas accueillie, elle l'a mise à l'épreuve. Elle a erré dans les ruelles de New York, dormi sur des canapés empruntés et chanté dans des bars de sous-sol suffocants où la fumée étouffait ses poumons et où le micro criait plus fort que la foule. Son estomac grondait de faim, mais cette douleur n'égalait pas la blessure plus profonde, celle d'être invisible, inaudible, insensible. Et pourtant, elle chantait non pas pour la gloire, non pas pour l'argent, mais parce que chanter était le seul endroit où elle se sentait réelle, le seul espace où le silence ne pouvait pas l'engloutir tout entière. Ce n'était pas de la bravoure, a-t-elle dit un jour, c'était de la survie. Cette survie, à l'état brut, l'a poussée à passer audition sur audition, là où les directeurs de casting la regardaient de travers, lui disaient qu'elle n'était pas assez jolie, que son nez n'allait pas, que son nom était trop étrange, que sa présence n'était pas assez conventionnelle. Elle a refusé de se conformer, de se rétrécir. Chaque rejet est devenu une brique dans le monument de son défi. Elle a fait couler sa douleur dans chaque texte, sa rage dans chaque souffle, sa volonté dans chaque note. En 1960, elle est entrée dans Bonsoir, une petite boîte de nuit gaie, et a réduit la salle au silence avec rien d'autre que sa voix. Les chuchotements se sont transformés en rugissements. En 1962, elle décroche son premier rôle à Broadway, celui de Miss Marmelstein dans I Can Get It For You Wholesale, un rôle qui lui vaut une nomination aux Tony Awards et des éloges de la part de critiques qui n'avaient jamais rien vu de tel. La même fille qui avait pleuré jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans un lit partagé se tenait maintenant debout sous son nom en lumière. Mais Barbara ne cherchait pas à être validée. Elle réclamait quelque chose. En 1963, elle a signé avec Columbia Records et a refusé d'être modelée, exigeant le contrôle de chaque note, de chaque texte, de chaque souffle qu'elle donnerait au monde. Ce premier album a été récompensé par les Grammy, un triomphe inouï pour une débutante. Et pourtant, la célébrité n'a pas fait taire la voix du doute qui murmurait à ses oreilles, l'écho de la froide indifférence d'une mère. Chaque fois que je monte sur scène, avouera-t-elle plus tard, j'essaye encore de prouver que j'ai ma place. Cette faim, ce besoin silencieux et douloureux, est devenu son super pouvoir. Elle ne s'est pas produite, elle s'est libérée. Elle a déversé la douleur de l'abandon dans ses ballades, le désespoir de la négligence dans chaque montée et descente de ses mélodies. Lorsqu'elle chantait « Heartbreak », on entendait l'enfant qui pleurait une mère,
qui ne lui avait jamais dit « Je suis fier de toi ». Lorsqu'elle a chanté Triomphe, c'était le rugissement d'une fille qui s'était frayé un chemin hors des sous-sols et qui était devenue brillante. Son succès n'est pas dû à la chance, mais à la rébellion. Elle s'est élevée parce que le monde Highbutt avait dit qu'elle ne le ferait pas, et chaque note qu'elle a chantée était porteuse de cette vérité, non pas polie, non pas jolie, mais douloureusement réelle. Ce n'était pas seulement une voix, c'était une histoire. Et à chaque chanson, elle ne se contentait pas de jouer, elle survivait, elle s'élevait, elle déclarait « J'ai été brisée, mais je continue à chanter ». Et c'est dans ce son défiant et tremblant qu'elle est devenue inoubliable. Avant que Barbara Streisand n'éblouisse le monde dans Funny Girl en 1964, sa voix menait déjà une guerre tranquille, une rébellion née non pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre du rejet et de l'incrédulité. Bien avant que les caméras ne tournent, avant que le rideau ne se lève, il y a eu un moment au début des années 60 où elle a plongé un théâtre dans un silence haletant alors qu'elle répétait simplement en tant que doublure. Personne ne s'attendait à ce qu'elle brillait pas avec un visage qui défie les normes hollywoodiennes, pas sans pedigree, pas de formation formelle, pas de faveur. Puis elle a chanté, et la salle s'est arrêtée. Sa voix ne s'est pas contentée de s'élever, elle a fait voler en éclats les idées reçues, tranchant des années de rejet. En 1961, une bande démo brute enregistrée à l'aide d'un magnétophone bon marché a laissé un ami tellement bouleversé qu'il en a laissé tomber son verre. Les directeurs de maisons de disques, incapables d'accepter ce qu'ils entendaient, ont insisté sur le fait que la cassette devait être fausse. 14 professionnels chevronnés étaient convaincus qu'aucune jeune fille non formée ne pouvait chanter avec autant de précision, de puissance et de douleur. Mais ce n'était pas un ingénieur, c'était Barbara. En 1960, elle est se monter sur une scène enfumée, vêtue d'une robe d'occasion à $6, et a donné une prestation dans une boîte de nuit si captivante que le public s'est mis à applaudir à tout rompre pendant 5 bonnes minutes. Elle n'avait besoin ni de paillettes, ni de projecteurs, mais seulement du cran de sa voix et du feu de son âme. Dans un club réputé pour sa froide indifférence, elle est devenue la première artiste à obtenir une note parfaite. Et dans ce même esprit de défi, elle a supprimé le deuxième A de son nom non pas pour l'image de marque, mais parce qu'elle voulait assumer sa différence. Une voix à $1 million avec un visage à 500 se moquait l'industrie. Elle n'a pas bronché, elle n'a pas cédé, elle n'a pas fixé son nez, elle n'a pas abaissé ses exigences, elle a simplement percé. Puis vint Funny Girl. Entre 1964 et 1967, elle a interprété 867 fois le rôle de Fanny Brice, se donnant corps et âme au personnage, jusqu'à ce que les frontières entre elle et le texte se dissolvent. Lorsque Hollywood l'adapte en film en 1968, elle n'est plus une curiosité. C'est une véritable tempête qui s'annonce. Mais même au seuil de l'histoire du cinéma, des doutes subsistent. Sa beauté brute pouvait-elle commander la caméra? Son audace issue de Brooklyn pouvait-elle résister à la politesse d'Hollywood? Elle ne s'est pas contentée de répondre à ses doutes. Elle les a brisés. Son tout premier rôle au cinéma lui vaut un Oscar en 1969 qu'elle partage avec Katharine Hepburn. Il n'est plus possible de l'ignorer. Pourtant, les projecteurs ne sont jamais sans ombre. Son assurance a été qualifiée d'arrogance. Sa vision a été qualifiée de difficile. Son silence a été interprété comme un défi. Elle a quand même continué à aller de l'avant. Dans What's Up Doc 1972, The Way We Were 1973 et surtout A Star Is Born. 1976, elle ne s'est pas contentée de jouer. Elle a produit, contrôlé, façonné les histoires qui avaient tenté de l'exclure. Chaque fois que Green a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1977, elle est devenue la première femme à prétendre à cette catégorie. Elle ne se contentait pas de briser des plafonds de verre. Elle construisait un terrain plus élevé pour celles qui allaient suivre. En coulisses, ces batailles acharnées n'ont fait que s'intensifier. De la fin des années 60 au début des années 80,
Elle a passé 15 années à se battre sans relâche pour réaliser Yentl, une histoire qu'aucun studio ne voulait lui confier. Mais elle l'a écrite, réalisée, produite, vécue. Lorsque le film est enfin présenté en 1983, elle devient la première femme à remporter le Golden Globe du meilleur réalisateur. Pourtant, l'Académie est restée silencieuse. Pas de nomination, pas même un clin d'œil. Dans un étrange retournement de situation, les Golden Globes ont inventé une catégorie unique pour la récompenser avant de l'effacer l'année suivante. Barbara n'est pas seulement entrée dans l'histoire, elle l'a forcée à exister, mais elle n'a pu que constater la puissance qu'elle exerçait. Pourtant, elle s'est élevée. Le Prince des Marais 1991, son concert électrisant sur HBO en 1994, son rôle dans Notes 1887. Chacun d'entre eux témoigne de son étendue et de sa rage, de son élégance et de son tranchant. Elle a encore battu des records lorsque la Directors Guild of America l'a récompensée. La première femme à recevoir leur plus haute distinction. Pourtant, la bataille la plus impitoyable ne s'est jamais déroulée dans la salle de conférence d'un studio. C'était en elle. De 1967 jusqu'au milieu des années 1990, Barbara s'est éloignée de la scène paralysée non pas par l'échec, mais par la peur. Le trac l'étreignait si fort que même les applaudissements censés l'encourager lui inspiraient de l'effroi. Elle avouera plus tard que monter sur scène lui donnait l'impression d'être au bord d'une falaise, ne sachant pas si elle devait chanter ou tomber. Pendant 27 ans, elle est restée à l'écart. Non pas parce qu'elle n'aimait pas la musique, mais parce qu'elle craignait le silence après les applaudissements. Lorsqu'elle est enfin revenue, ce n'était pas un retour. C'était un exorcisme. Elle ne cherchait pas à retrouver la gloire. Elle se réclamait d'elle-même. Ce n'était pas une carrière, c'était un soulèvement. Barbara Streisand ne s'est pas contentée de rester sous les feux de la rampe. Elle en a changé la forme. Elle n'a pas attendu d'être acceptée. Pour elle, le rejet n'a pas d'importance. Chaque ricanement, chaque insulte, chaque porte claquée est devenu un escalier qu'elle a gravi. Son triomphe n'était pas un cadeau. Il a été forgé par la volonté, le chagrin, le génie et le refus de disparaître. Elle n'a jamais demandé à ce qu'on lui accorde la grandeur. Elle l'est devenue. Et comme elle l'a dit un jour avec une clarté calme et une vérité inébranlable, on m'a donné beaucoup de noms, certains flatteurs, d'autres non. Mais j'ai toujours su qui j'étais. Cette voix, comme son histoire, ne sera jamais reproduite, parce qu'elle n'est pas née de la gloire mais du feu. Alors que James avait passé sa vie à dériver dans les échos du silence, à la recherche d'un endroit calme où déposer le poids de son cœur meurtri. Barbara avait traversé des tempêtes sous des projecteurs aveuglants. Son âme était épuisée par des décennies de surveillance et de survie. Tous deux avaient été marqués profondément, visiblement et invisiblement. Tous deux avaient porté la lassitude comme une seconde peau. Et pourtant, malgré toutes les déchirures, les attentes du public et les doutes privés, aucun des deux n'avait abandonné une chose fragile et vacillante, l'espoir. Aussi, lorsque le destin a finalement aligné leur chemin en 1996, ce qui s'est passé n'était pas seulement de l'amour. Il s'agissait de deux esprits épuisés par le combat qui trouvaient miraculeusement l'un dans l'autre la paix que le monde leur avait longtemps refusée. Cette année-là, Barbara Streisand avait essuyé 28 échecs, autant de déchirements. Un rappel que même pour une femme adorée par des millions de personnes, la vraie connexion peut rester douloureusement hors de portée. James Brolin ne s'attendait à rien non plus. Il était sur le point de rencontrer une autre femme lorsque presque impulsivement, il a annulé. Une petite décision apparemment insignifiante qui a fini par changer le cours de leur vie respective. Leur première rencontre n'a rien de cinématographique. Elle aurait pu se terminer par une maladresse ou rien du tout. Barbara, peu impressionnée par sa coiffure, l'a regardé droit dans les yeux et lui a demandé « Qui t'a coiffé ?» C'était brutal, peut-être même impoli. Mais James n'a pas entendu d'insulte. Il a entendu l'honnêteté. Il a vu clair. Dans ce moment sans filtre, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas vu, admiré ou respecté depuis des années. Vu
Et c'est étrangement ce qui a provoqué l'étincelle. Ce qui s'ensuivit ne fut pas une romance éclair. C'était quelque chose de plus lent, de plus stable et d'infiniment plus sacré. Leur amour s'est développé non pas par de grands gestes, mais par des moments tranquilles. Une attention délibérée et une confiance construite un souffle à la fois. James a fait 3 demandes en mariage. 3. Chacune d'entre elles était un appel à la permanence. À la 3e tentative, il a remis à Barbara une lettre manuscrite de 24 pages, remplie de vulnérabilité, de peur et de dévotion féroce. Cette fois, elle a dit oui. Et en 1998, ils se sont mariés. Non pas dans un spectacle, mais dans un sanctuaire. La cérémonie a coûté 1,4 million de dollars. Mais ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de sens. C'était privé intime, éclairé par des bougies et soutenu par des sourires doux, plutôt que par des caméras clignotantes. Ce n'était pas une affaire hollywoodienne. C'était un havre de paix. Pour James, ce mariage a fait ce qu'aucun médecin, aucun rôle, aucun succès n'avait jamais fait. Pendant 27 longues années, il a souffert d'insomnies incessantes. Son esprit agité et hanté refusait de le laisser dormir. Mais au cours des 642 nuits qui ont précédé leur mariage, quelque chose a changé. Allongé à côté de Barbara, écoutant sa respiration, murmurant des histoires dans l'obscurité, il a recommencé à dormir. Pour la première fois depuis des décennies, son corps a trouvé le repos, son esprit a trouvé le calme. Son cœur s'est senti chez lui. Et Barbara, qui avait passé toute sa vie à donner des chansons au monde, en a écrit une juste pour lui, une chanson de mariage, une berceuse d'amour et de refuge. En retour, James apprend à jouer la berceuse de Barbara. Au piano, ses mains sont maladroites, ses notes imparfaites, mais son intention est pure. Cet échange, la mélodie, l'effort, la promesse silencieuse était plus profond que n'importe quelle ovation. Il n'a pas été conçu pour un public, il lui était destiné. Leur amour n'a pas rugi, il a résonné, il n'y a pas eu de course, il s'est déroulé. Il n'était pas fait de spectacle mais de couture, 2 cœurs effilochés, cousus l'un à l'autre lentement, patiemment, respectueusement. Dans un monde accro au feu d'artifice, leur histoire est une histoire de bougies. Chaude, inébranlable et infiniment plus puissante, ce mariage n'était pas une fin ou un prix. C'était un début, c'était une fondation. Et chaque année qui a suivi, chaque ride, chaque nuit tranquille, n'a fait qu'approfondir ce lien inébranlable. La preuve que lorsque l'amour est réel, il n'a pas besoin d'être performant. Il a juste besoin de durer. Leur mariage n'a jamais été un conte de fées hollywoodiens. C'était quelque chose de bien plus rare. Une alliance sacrée forgée non pas dans le spectacle, mais dans le calme et la confiance durement gagnée. Dans leur sanctuaire serein de Malibu, James et Barbara ont construit une vie définie, non pas par des excès somptueux, mais par quelque chose de plus profond. Le respect mutuel, l'autonomie personnelle et la promesse tranquille d'affronter côte à côte toutes les tempêtes de la vie. Bien que profondément unis, ils ont choisi de séparer leurs finances, non pas comme un coin de distance, mais comme un geste de souveraineté, une façon d'honorer les chemins qu'ils ont tous deux empruntés avant de se croiser dans un destin commun. Mais le symbole le plus authentique de leur lien ne se trouve pas sur un compte bancaire ou dans un communiqué de presse. Il repose dans un matelas sur mesure de 35 $, qu'ils ont surnommé presque en plaisantant le lit de la salle de conférence. Pourtant, ce n'était pas un lit de complaisance. C'était leur centre de commandement créatif, leur port d'attache, leur univers commun. Sur ce canevas en peluche, ils ont écrit de la musique, rédigé des pages de journal, esquissé des plans philanthropiques et reconstitué des rêves. Ici, Barbara compose des paroles avec des mains tremblantes, tandis que James lance des scénarios d'une voix basse et réfléchie. C'était un espace non seulement de repos, mais aussi de devenir. Alors que le monde extérieur est incertain, ils sont confrontés à une épreuve inattendue. Une épreuve non pas de gloire ou de fortune, mais de proximité. 425 jours ininterrompus sous un même toit. Alors que la plupart des couples se briseraient face à une telle intimité, ils se sont épanouis. Ils ont réalisé 37 puzzles complexes et rédigé 278 pages de réflexions en commun. Et lorsque des tensions sont apparues,
Ils n'ont pas élevé la voix. Ils ont marché côte à côte en silence, laissant les pas partagés démêler ce que les mots ne pouvaient pas. C'était un rythme de retenue et de révérence, une chorégraphie de l'amour dans sa forme la plus pure. Au milieu de cette danse domestique tranquille, la flamme de Barbara ne s'est jamais éteinte. Elle s'est intensifiée. Le combat qu'elle a mené toute sa vie pour la justice s'est tourné vers un tueur silencieux, la négligence de la santé cardiaque des femmes. Troublée par les disparités médicales flagrantes, elle a déclenché un mouvement national, ne se contentant pas de signer des chèques, mais réécrivant les priorités de la recherche médicale. Sa campagne a fait évoluer les politiques publiques et a sauvé d'innombrables vies en créant un nouvel espace pour les femmes dans le récit de la science. Et pourtant, elle a écrit, page après page à la main sur 970 pages denses et déchirantes, elle s'est plongée dans des mémoires qui verront finalement le jour en 2023. Mais ce n'était pas un trophée pour le manteau, c'était une résurrection. La chronique d'une fille de Brooklyn qui a su sortir du silence et chanter écrite non pas dans la solitude, mais aux côtés de l'homme qui avait enfin rendu ce silence sûr. Pourtant même les sanctuaires ne sont pas à l'abri du temps qui passe. Des changements subtils ont commencé à se produire. La présence publique de Barbara s'est atténuée, et bien qu'aucune annonce n'ait été faite, l'air autour de leur vie s'est épaissi d'un silence trop lourd pour être ignoré. James, qui courait toujours après les rôles et les scénarios, a commencé à dire non, pas à la célébrité, mais pour elle. Je ne peux pas m'engager maintenant, a-t-il dit au producteur, non pas comme une excuse, mais comme un vœu. Elle avait besoin de lui, alors il est resté. Sans titre, sans déclaration, juste la douce armure de l'amour quotidien. Réchauffer le thé, ajuster les oreillers, relire les pages de ces vieux textes à haute voix dans le silence du matin. Chaque soir, il rassemble les notes griffonnées qu'elle a laissées, les dispose sur son bureau, comme s'il s'agissait de manuscrits sacrés. Il n'a pas nommé la peur, mais elle était là, persistante comme de la fumée. Cette possibilité douloureuse, insupportable qu'un jour prochain, l'autre moitié de son âme puisse lui échapper. Pourtant, il est resté ferme comme il l'a toujours fait, calme, régulier, présent. Leur monde était devenu plus petit peut-être, mais infiniment plus profond. Et dans cet espace étroit, quelque chose d'immense avait fleuri. Un amour qui n'est pas peint à grands traits, mais cousu dans les moindres rituels. Pas seulement une romance, mais une cathédrale construite sur la base de la dévotion. Bien que sa maladie ne soit pas nommée son ombre, traverse tranquillement leur journée. Dans chaque tasse de thé, dans chaque page délicatement pliée, James se préparait à l'impensable. L'adieu que le monde n'ose pas prononcer à voix haute. Parce que le vieillissement n'arrive que rarement de façon dramatique, il s'insinue sans y être invité et s'installe dans le silence. Et lorsque c'est le cas, ce qui nous définit n'est pas la force avec laquelle nous nous battons, mais la douceur avec laquelle nous aimons. Leur voyage autrefois éclairé par des flashs et des foules bruyantes brille désormais dans le calme doré du crépuscule. Non pas fanés, mais mûrs, parce que ce qu'ils ont créé n'a jamais été une question de tapis rouge ou de gros titres. Il s'agissait de choisir encore et encore de se tourner l'un vers l'autre, en particulier lorsque le monde se détournait d'eux. Ce n'est pas seulement un mariage, c'est à cela que ressemble l'éternité déguisée en deux mains qui se tendent dans le même lit nuit après nuit, sans jamais se lâcher. Dans un monde où la célébrité réduit si souvent l'amour en cendres, où les caméras durent plus longtemps que les engagements, et où l'affection s'estompe sous les lumières clignotantes, le lien entre Barbara Streisand et James Brolin perdure comme une bougie protégée par des mains jointes, vacillantes certes, mais jamais éteintes. Il ne s'agit pas d'un amour scénarisé pour les tabloïds ou sculpté pour l'adoration du public. Elle est plus calme, plus profonde, obstinément sacrée. Leur histoire ne repose pas sur de grands gestes ou sur la perfection d'un conte de fées, mais sur le rythme doux et régulier de rester, de se montrer, non pas dans les moments faciles, mais dans les moments atroces. C'est l'histoire de deux âmes malmenées par la vie, chacune portant des cicatrices invisibles qui choisissent non seulement de s'aimer, mais aussi de s'abriter l'une l'autre. Ils n'ont pas simplement vieilli. Ils ont évolué devenant plus patients,
plus vulnérables, plus farouchement protecteurs de l'espace fragile qu'ils ont créé ensemble. Dans le silence du crépuscule, ils se bercent l'un l'autre de leur présence comme d'une chose sacrée. Entre eux, un langage privé dans la courbe d'une note manuscrite, dans la pause, entre les respirations dans le silence qui n'est plus vide. Ce n'est pas une histoire d'amour pour les projecteurs. Il s'agit d'un sanctuaire construit à partir de fils de grâce et de persistance, et c'est peut-être ce qui en fait la beauté la plus dévastatrice. C'est un amour qui ne se vit pas dans les grands discours, mais dans les petits choix encore et encore, dans le poids d'un regard prolongé d'une seconde, dans des mains qui ne se lâchent pas, même lorsque le temps tente de les séparer. C'est le genre d'amour qui ne disparaît pas lorsque les applaudissements se taisent, le genre qui survit aux mauvais jours, à la maladie, à la peur, le genre qui ne demande rien d'autre que la présence et qui offre tout en retour. Aujourd'hui, alors qu'ils avancent lentement vers la fin de leur vie, leur histoire n'est pas seulement un témoignage de résilience, mais une invitation, un murmure pour chacun d'entre nous. Voilà à quoi ressemble le fait d'endurer avec grâce. C'est ce que signifie tenir quelqu'un dans ses bras lorsque le monde s'écroule. Nous vous demandons donc à vous, qui regardez, qui vous souvenez, qui espérez si vous avez déjà vu ou vécu un amour comme celui-ci, un amour qui s'est enrichi avec le temps, non pas en dépit des luttes, mais grâce à elles. Partagez vos pensées dans les commentaires, car si leurs noms appartiennent à Hollywood, leur dévotion appartient à chacun d'entre nous. C'est le genre d'amour qui,